Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ah, Serge Reggiani, après Serge Lama tout à l'heure, toujours plein d'à-propos de Jamel, notre réalisateur, pour les choix des chansons. En démocratie, on ne peut pas lutter contre une épidémie à n'importe quel prix. C'est une tribune publiée par le Figaro Vox. 24 intellectuels l'ont signée. Selon eux, au prétexte de lutter contre le Covid, l'État remet en cause nos libertés individuelles. Un mal, selon eux, plus grand que le mal causé par l'épidémie elle-même. Nos dirigeants ont importé le modèle chinois sans même s'en rendre compte. Voilà en substance ce que dit cette tribune. Qu'en pensez-vous? Le 0826 300 300, le Covid est-il un prétexte pour réduire nos libertés? Et vous êtes 91% à dire oui. Avec nous, Laurent Papy, analyste au sein de l'IREF, qui a signé cette tribune. Laurent Papy, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a déclaré lundi devant le Conseil des droits de l'homme dans son discours annuel, et je cite, « Brandissant la pandémie comme prétexte, les autorités de certains pays ont pris des mesures de sécurité sévères et des mesures d'urgence pour réprimer les voix dissonantes, abolir les libertés les plus fondamentales, faire taire les médias indépendants et entraver le travail des organisations non gouvernementales. » C'est lui qui vous a servi de lanceur d'alerte? Alors, le lanceur d'alerte, c'est d'abord le constat que en France, dans de nombreux pays européens, on a importé en grande partie le modèle chinois et l'approche chinoise n'est pas du tout un modèle de liberté. Aujourd'hui, on observe, beaucoup d'indicateurs le montrent, un recul massif des libertés dans de nombreux pays. Alors le tableau noir que vous avez dressé, bien entendu, il diverge entre les pays et certains pays ont une situation beaucoup plus catastrophique que la nôtre. Néanmoins, on est dans une situation aujourd'hui où on a créé un précédent. Et on n'a pas forcément bien conscience de ça, d'un précédent qui va probablement rester indélébile dans les limites que l'on avait pour habitude d'avoir depuis la Seconde Guerre mondiale entre ce que l'État se permet de faire et d'ingérer dans nos vies. Et ces limites aujourd'hui ont volé en éclats depuis mars dernier parce qu'on a pris en grande partie le modèle chinois comme modèle. Caroline, on va lancer le débat. Caroline Pilastre, est-ce que quelque part on n'a pas beaucoup rogné sur nos libertés depuis maintenant un an ? Je ne remets absolument pas en question la pandémie, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a émis beaucoup de mensonges avec beaucoup de certitudes depuis le début de cette crise. Quand vous entendiez des médecins sur les plateaux de télé vous dire tout et son contraire, ainsi que les politiques, rappelez-vous Madame Sibeth Ndiaye qui ne savait pas porter le masque, Monsieur Véran qui vous disait que le masque était inutile, plus les sachants. Je mets ça entre guillemets parce que j'ai toujours trouvé qu'il y avait un côté méprisant aussi. Oui, bien sûr qu'il y a un problème avec nos libertés individuelles depuis près d'un an. Et ça devient insupportable ce stop and go parce qu'il n'y a pas de perspective d'avenir une fois de plus. Il n'y a pas d'horizon. Vous savez, la crise du Covid peut tuer aussi de manière indirecte. Les mots MAUX, que sont les traumatismes psychiques et liés au chômage, sont aussi des morts, des assassinats, quelle que soit la forme que ça va prendre. Quand vous entendez les études qui sont faites auprès des étudiants, auprès des personnes âgées, sans rappeler les indépendants, les commerçants, les artisans, moi je m'inquiète véritablement parce qu'on n'en voit pas la fin. Et on ne les compte pas dans les victimes du Covid. Malheureusement, il y a eu des suicides de restaurateurs, etc. Laurent Papy, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Caroline Pilastre sur le fait qu'on ait renié nos libertés individuelles ? Oui, alors ça c'est indiscutable. Hein. Le pouvoir qui a été, on peut véritablement parler d'autocratie sanitaire dans la mesure où le pouvoir a été extrêmement concentré dans ces fameux conseils de défense qui sont tant décriés, notamment par de nombreux constitutionnalistes. Aujourd'hui, on est dans une situation où là où je partage ce que vient de dire l'autre intervenante, c'est que on est face à une pandémie qui est grave et que je ne voudrais surtout pas prendre à la légère. Mais on est face à une pandémie qui aujourd'hui, et ça fait un an qu'on la vit, les conséquences des mesures liberticides qui ont été prises ont aussi des effets dévastateurs, qu'ils soient psychologiques, la pauvreté tue aussi, on prend une récession la solitude inédite. Aussi. Exactement, on prend une récession inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Et non seulement il y a une idée de comparer, aujourd'hui personne ne peut dire que les années d'espérance de vie qu'on gagne en confinant sont compensées par les
perte d'années d'espérance de vie liée à cette pauvreté-là qui va émerger ou à d'autres contraintes. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a aussi le fait de dire est-ce que une vie longue et isolée vaut-elle mieux est-ce qu'une vie longue et isolée vaut-elle mieux qu'une vie qui risque dont il y a un risque d'être raccourci, mais plus épanoui. On l'a vu à Noël, les aînés qui réclamaient que leurs petits-enfants viennent à Noël. Je suis sûr que tout un tas d'auditeurs partagent cette situation qui était un dilemme, qui était très difficile, mais où il y a eu une responsabilité individuelle de chacun pour prendre des précautions. On donne la parole à Philippe Bilger, très court. Oui. Je donne la parole à Philippe Bilger pour échanger. Philippe Bilger. Alors là encore, et Laurent Papy, ne croyez pas que je le dis avec arrogance, je ne suis pas totalement d'accord, et pas plus avec Caroline qu'avec vous-même. Caroline n'a pas pointé le caractère liberticide, elle a évoqué la mauvaise gestion du sanitaire. Ça n'a rigoureusement rien à voir avec ce que vous dénoncez dans cette tribune. Moi, ce qui me gêne, c'est que vous avez l'air de présumer que le dessein liberticide existait à la base de cette politique sanitaire. J'admets bien volontiers qu'elle a pu être discutable, erratique, imprévoyante, lacunaire, mais je ne crois pas qu'à aucun moment on ne puisse lui prêter un dessein liberticide. D'ailleurs, le terme liberticide est très clairement offensant pour une démocratie qui s'affronte de manière dure, difficile, encore une fois maladroite, aléatoire, à un fléau imprévisible contre lequel elle tente de lutter. Alors bien sûr, il y a des réductions de nos libertés, mais le fait d'avoir dû les réduire en parfaite bonne foi, même si on peut lui prêter à ce pouvoir des desseins maladroits, change radicalement du point de vue que vous semblez adopter, qui laisse penser qu'il y a une entreprise liberticide qui a profité de ce fléau pour se mettre en branle. C'est cela que je conteste. Laurent Papy. Oui, non, la tribune ne dit pas qu'il y a un dessein liberticide. Là où je suis en désaccord avec vous, c'est que l'approche qui a été menée, et dans d'autres pays, ça a été l'approche était plus libérale. Mais l'approche qui a été menée en France, elle est fondamentalement liberticide. On n'a jamais interrogé le Parlement, les contre-pouvoirs avant de prendre des mesures drastiques. Et un an après, alors qu'on a du recul, au début on n'avait pas les connaissances, c'était compliqué, mais aujourd'hui on a du recul, on connaît mieux cette maladie et on continue à avoir une gestion autocratique de cette crise sanitaire. Et cette autocratie-là, sans contre-pouvoir, elle est extrêmement dangereuse et elle crée un précédent. Qui, quand on aura d'autres contraintes demain, d'autres crises, on n'aura plus cette limite-là, cette limite constitutionnelle de protection des droits fondamentaux. Caroline Grima. Alors, moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit par Philippe Bilger. Je pense effectivement qu'il n'y avait pas de dessein liberticide préexistant à cette pandémie dont on aurait profité pour justement le mettre en œuvre. En revanche, là où je me rapproche effectivement des constats qui sont opérés par cette tribune, c'est que je crois que même si ça n'était pas un dessein au départ, force est de constater que nos autorités y prennent goût. Et que ce qui au départ était utilisé effectivement, comme le disait Philippe Bilger, pour permettre de gérer l'urgence et de gérer la problématique de cette crise sanitaire est en train de devenir un mode de vie et un mode de gestion de nos vies. Et il est vrai d'attirer l'attention, puisque ce sont des choses techniques qu'on ne maîtrise pas forcément, il est intéressant d'attirer l'attention sur les problématiques justement institutionnelles, parlementaires, parce que ça c'est un point qui est très 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 important. De même, heureusement, nous avons des garde-fous, heureusement, nous avons protesté sur ce point, mais pour parler de quelque chose que je connais mieux, la problématique judiciaire a été une illustration incroyable de ces pertes progressives de liberté, notamment sur la problématique de la présence à l'audience, du débat à l'audience, de la possibilité pour le justiciable de s'exprimer, voire simplement
gouvernement de se rendre à son procès. Enfin, il y a vraiment des choses au quotidien qui sont très impressionnantes, et ce qui l'est encore plus, indépendamment des quelques petites saillies qu'il peut y avoir à droite à gauche de certains qui se mobilisent et qui se rebellent, si on peut dire, c'est l'étonnante docilité de la population par rapport à tout ça. On va faire réagir Laurent Papy. Oui, j'irai plus loin que la docilité, c'est que face à cette panique qui est tout à fait compréhensible, face à cette pandémie inédite, on a été beaucoup, et c'était une sorte de dérive collective à réclamer cela, parce que on n'a plus confiance dans notre responsabilité. Un des corollaires de la liberté, c'est la responsabilité. C'est pour ça que quand on dit liberté, on pense tout de suite à faire ce qu'on veut, aller retourner dans les bars. Non, le corollaire de la liberté, c'est d'être responsable de ses propres actes. Et ça, on l'a complètement oublié dans le paradigme de cette crise. Et ça va avoir une conséquence indélébile sur nos institutions. C'est pour ça que je suis très inquiet. Il y a deux Caroline sur le plateau, il y a deux Philippe, et maintenant il va y avoir deux Laurent Papy, puisqu'on a le 0826 300 300, Laurent de Montpellier, ça ne s'invente pas, c'est tout par duo ce soir. Bonsoir Laurent. Bonsoir Philippe, bonsoir Laurent. Bonsoir Laurent. Alors Laurent, que pensez-vous? Est-ce qu'on a tapé sur nos libertés? Alors, écoutez, moi je dis non. Alors oui, bien sûr, nous avons tapé sur nos libertés, mais tout ça n'est pas organisé, parce que Monsieur Macron, le spécialiste de la start-up, ne veut pas être le président de prisonniers, vous comprenez? Les présidents de prisonniers, il en existe, c'est la Corée du Nord. Et ça fait un petit pays. Alors imaginez Emmanuel Macron dans les assemblées internationales, on le verrait arriver. Ah regarde, c'est le président des prisonniers du petit pays. Non, ça ne va pas. Donc bien sûr, nous subissons, moi-même, je ne suis pas content de cette situation. J'aimerais bien faire plus de choses et être plus libre dans le sens d'aller et venir, bien sûr. Mais les gens ne sont pas dociles, c'est que nous avons peur aussi. Moi, personnellement, je n'ai pas trop peur, mais enfin, je me méfie. Nous avons un peu peur, pour certains et beaucoup pour d'autres, de la maladie, de la mort, quoi, tout simplement. Mais la majorité d'entre nous, ne remet absolument pas en question la gravité liée à la Covid. Les morts, les malades avec séquelles. Simplement, actuellement, on a l'impression qu'on joue au yo-yo avec nos vies. Et moi, j'ai la sensation d'être dans une société maoïsée. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on nous confine, on nous reconfine et on n'en voit pas le bout? Tout simplement parce que la gestion a été extrêmement mauvaise et qu'actuellement, il n'y a pas assez de lits à l'hôpital. Et vous savez que c'est lié à ça? Philippe Bilger. Non. Ni de dose de vaccin. Et on fait réagir Laurent Papy. Oui, là où je remercie Laurent Papy par les réponses qu'il nous fait, il permet de préciser notre pensée en utilisant ce terme présomptueux à l'égard de moi-même. Au fond, Laurent Papy, vous avez très bien défini. Au fond, je vous rejoins totalement lorsque vous mettez en cause, je dirais, une sorte d'impérium régalien de solitude présidentielle, notamment avec l'abus des conseils de défense, le sentiment que le Parlement était complètement exclu d'une délibération qui était trop importante pour la lui confier. Philippe Bilger, pas seulement le Parlement, le gouvernement aussi. Ça se décide à 3 personnes, les conseils de défense. Vous avez raison, mon cher Philippe, comme d'habitude. Mais je ne sentais pas, à partir de cet impérium qui a exclu beaucoup d'organes dans la délibération, une chape subtile qui se serait apposée sur la société elle-même. Vous voyez, qui aurait apposé sur nos vies un quadrillage, sinon celui qui était rendu nécessaire par la lutte contre un fléau qui a connu des maladresses, des carences, des dysfonctionnements, mais qui ont encore une fois été justifiés par le caractère tout à fait exceptionnel de la lutte. Laurent Papy, je voudrais vous faire réagir sur ce qu'a dit Laurent de Montpellier. Il a dit une chose très intéressante, la peur. Est-ce que quelque part, depuis 1 an, on ne gère pas ce pays par la peur? La peur de la mort pour une maladie. On avait même le docteur Laurent Sacomano hier qui fait un nombre de morts comme une mauvaise grippe, un nombre de morts infinitésimal par rapport au nombre de personnes contaminées. Oui, alors, c'est pas infinitésimal, ça reste une maladie grave qui tue. Maintenant, sur la peur, en pourcentage, c'est infinitésimal, c'est moins de 0,05%. Mais ça fait beaucoup plus d'essais parce que le fléau est imprévisible, est inconnu.
Laurent pourcentage de décès sur les cas est entre 1 et 2% selon les pays. Donc il est pas du tout infinitésimal. Maintenant, la peur, tout à fait, est quelque chose qui va motiver la prise de décision politique. Mais là, la peur, elle diffère selon les individus. Il y en a qui ont très peur et ils ont le droit d'avoir peur face à la maladie et ils ont le droit de vouloir s'auto-confiner. Il y en a d'autres qui, parce qu'ils ont d'autres contraintes, parce qu'ils ont besoin de travailler, parce que leur activité elle est essentielle pour eux, quoi qu'en disent les bureaucrates sur le caractère essentiel ou non d'un commerce, il y en a qui ne peuvent pas se permettre d'avoir peur et l'État ne peut pas répondre à notre place sur le niveau de peur que nous pouvons accepter. De la même manière que ce n'est pas à l'État de déterminer quel est le niveau, ne doit pas décider à notre place les risques que nous sommes prêts à prendre. Quand de nombreuses personnes âgées ont été isolées de force, et là on est vraiment dans des attitudes qui sont propres au modèle chinois, d'isoler des personnes de force et leur interdire de rencontrer leurs proches, ça c'est profondément liberticide, alors que ces personnes, elles ont peut-être que quelques mois à vivre encore, et elles préféreraient prendre un risque en voyant leurs proches. Donc l'État ne peut pas décider à notre place. C'est ça le côté totalitaire de la situation aujourd'hui. Quand on est 1 an après la crise, on connaît cette maladie, on peut faire confiance aux citoyens pour qu'ils soient responsables eux-mêmes. Si on ne fait pas confiance aux citoyens et on continue de gérer cette crise par une caste de bureaucrates, aussi compétents, aussi brillants soient-ils, on n'arrive pas. Merci. On arrive au bout. Merci beaucoup, Laurent Papy, signataire de cette tribune dans le Figaro Vox, que je vous incite à aller lire. Verdict sur Twitter. Vous êtes 91% à dire que le Covid est un prétexte pour réduire nos libertés. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour le clin d'œil des VV.